J'ai un peu peur parce que vous avez dit en général les interviews m'emmerdent. Je me sens mal après les interviews comme Sally. Je me sens comme Sally. C'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est possible, oui. J'espère que je vous emmerde pas trop. Hein. Jusque-là, non, parce qu'on parlait des choses qui m'intéressent, qui me passionnent même. Et j'espérais que ça va continuer comme ça. Bah oui, on va si vous voulez changer de l'angle, bon, puis garde à vous. Gare à moi. Hein. Il semble que... Alors, je sais que vous ne voulez pas parler de vos ennuis judiciaires, mais juste parce qu'il y a eu un rebondissement par rapport à la Pologne. En juin dernier, le ministre de la Justice polonais a demandé... Alors que jusque-là... Non, pas de ça. Impossible. Oh, non. On est venu, je suis venu pour... Je vous ai prévenu que je n'ai pas envie de parler... C'est vraiment... où on parle de cinéma, de moi mettre en scène, oui, de choses qui m'intéressent, vous savez, de cette expo où nous trouvons... Là, si vous voulez, je sais que vous êtes très habile dans ce genre de truc, mais ça ne va pas marcher avec moi. Est-ce qu'au fond... Sinon, je vais vous pulvériser. Ah oui, comme d'autres. Mais est-ce qu'au fond... La particularité du cas de Roman Polanski, c'est que ses partisans sont aussi nombreux que ses opposants. Les uns prétendent qu'il est courageux d'attaquer Polanski, alors qu'une Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, est engagée pour lui chier dessus tout le long de la soirée. Qu'est-ce qu'on fait avec Katchoum ? Et les autres prétendent qu'il est courageux de défendre Polanski, alors que le réalisateur est adulé et protégé depuis des dizaines d'années par tout le gratin du cinéma français. J'aime beaucoup Roman Polanski. On est bombardé de mauvaise foi, de sophismes et de raccourcis en tout genre depuis cette fameuse soirée des Césars, alors on va tenter de faire un peu le ménage là-dedans. Allez, c'est parti. C'est faux. Roman Polanski n'est pas privilégié par la justice du fait de sa notoriété, c'est au contraire à cause de sa célébrité que le juge Rittenband, accro au procès très médiatisé, s'est acharné sur lui à la fin des années 70 dans le but de faire sa propre publicité, au point d'être déchargé du dossier pour irrégularité. En effet, techniquement, le réalisateur n'est pas poursuivi pour viol, mais il faut faire preuve d'une mauvaise foi démesurée pour sortir ce type d'argument. Si Polanski n'est pas poursuivi pour viol, c'est uniquement parce qu'il a négocié l'abandon de ce chef d'accusation avec le juge de l'époque pour ne retenir que celui de relations illicites avec une mineure. C'est le résultat de toute une tambouille interne propre au système judiciaire américain. Dans les faits, droguer une gamine de 13 ans, ou une personne quelle qu'elle soit, afin d'obtenir un rapport sexuel, ça s'appelle un viol, on va pas se mentir. Dire que Polanski n'est pas un violeur, car il n'est pas poursuivi pour viol, c'est comme dire qu'Al Capone n'était pas un parrain de la pègre, car il a juste été condamné pour fraude fiscale. Alors, pour l'affaire Samantha Guymer, la justice est passée puisque Polanski a effectué la peine négociée entre le procureur et son avocat. Mais surtout, la véritable question n'est pas là. Bertrand Cantat, par exemple, a passé plusieurs années en prison, mais si un jour on lui décernait une victoire de la musique, beaucoup de femmes quitteraient la salle, dénonceraient une cérémonie indécente, et ce serait tout à fait compréhensible. Que Roman Polanski aille en prison ou non ne rendra pas sa présence plus tolérable aux yeux de ses détracteurs, il ne sera plus jamais le bienvenu. L'affaire Polanski n'est pas un enjeu légal, c'est un enjeu moral, et il serait temps de l'assumer. Dans l'absolu, cet argument est recevable. En principe, quand on parle d'art, on doit pouvoir juger de la qualité d'une œuvre indépendamment de la vie de son auteur, y compris lorsque celle-ci comporte des aspects sombres, car cette part d'ombre est aussi ce qui permet d'enclencher le processus de création artistique. Peut-être que la créativité est indissociable d'une forme d'obscurité intérieure, et peut-être que les personnes totalement équilibrées n'ont pas grand-chose d'intéressant à raconter. D'ailleurs, saviez-vous que dans le film Rosemary's Baby, un homme fait prendre de la drogue à une jeune femme dans le but de la violer, et que cet homme s'appelle Roman? Une œuvre d'art, c'est censé déranger, questionner les valeurs de son temps, pas les valider. Combien de grandes œuvres ont été produites par des gens dont la vie n'avait rien d'exemplaire? Et à l'inverse, vous imaginez ce que pourrait donner une époque exclusivement composée de gens normaux, avec des besoins et des désirs normaux, en termes de production culturelle? Les timides, les intrépides, même avec l'avarice, elle en veut encore. Ordonne à mort. Les seuls que les gosses adorent.
que quelqu'un me refoute au frigo. Distinguer l'art et la morale, c'est donc oui, sauf que dans le contexte français, dans le contexte des Césars, cet argument ne tient pas. L'Académie des Césars n'est pas là pour récompenser des œuvres sur la base de critères purement esthétiques, elle est au contraire une institution d'État destinée à mettre en avant ce qui relève de l'art officiel, homologué, conforme aux attentes idéologiques, c'est-à-dire l'art de gauche. C'est d'ailleurs pour cela que l'on donne un César à un film qui raconte que les Noirs et les Arabes souffrent du racisme en banlieue. À votre avis, combien de nominations pourrait obtenir un film sans concession sur la vie des jeunes blancs dans ce genre de quartier ? La France est un pays politisé dans tous les domaines, dans lequel toute reconnaissance culturelle est synonyme d'approbation morale, et ça vaut aussi pour Polanski, surtout quand on récompense son film J'accuse, dans lequel c'est bien lui qui confond sciemment l'homme et l'artiste, en dressant très clairement un parallèle entre son propre cas et l'affaire Dreyfus, et ainsi se poser en victime d'une injustice, pour ne pas dire en victime de l'antisémitisme. Quand Roman Polanski dit ce qu'a éprouvé le capitaine Dreyfus, moi j'en ai aussi ressenti la dureté à mon échelle et à mon niveau, est-ce que vous ne pensez pas là qu'il y a de l'indécence ? Il faut vraiment souffrir d'une immense naïveté pour considérer que les mouvements de société actuels constituent une bouffée d'air frais, alors que le climat est au contraire de plus en plus toxique. On nous vante une libération de la parole, mais ce que l'on constate c'est la multiplication des injonctions à se taire. Quand vous augmentez les salaires, les cotisations, ça monte automatiquement, mais ça ne fait pas perdre de l'argent sur la feuille de paye. Il faut réviser. Mais les gouvernements... Ça, c'est un peu du mansplaining, les profs. Hein. Non, me jouez pas avec ça. Si, je suis désolée, vous n'avez pas parlé avec condescendance en disant qu'il faut réviser. On nous explique que les tabous sont en train de sauter, les uns après les autres, alors qu'il est évident qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'ils s'accumulent, et parfois s'entrechoquent, car beaucoup sont incompatibles les uns avec les autres. Ce qu'on appelle la libération de la parole, c'est en réalité la formation de groupes de pression, dont la finalité est d'imposer le silence à un maximum de personnes. Ménard Trash, White Tear, SJW, chacun défend une catégorie idéalisée et une catégorie diabolisée, et on se sert de soi-disant bonne cause pour lyncher des individus de tous les côtés. On traite une femme de pute mais attention, c'est parce qu'on aime la pudeur. On traite un homme de pervers mais attention, c'est parce qu'on déteste la misogynie. On traîne un blanc dans la boue mais attention, c'est parce qu'on est contre le racisme. L'heure n'est pas à l'ouverture d'esprit inclusive, l'heure est à l'humiliation, la calomnie, le procès d'intention, à grands coups d'émotion, de raccourcis, de capture d'écran ou de vidéos tronquées. En toute bonne conscience, on se jette sur ceux qu'on a pris soin de définir comme des salauds, car contre les méchants, tous les coups sont permis. Le statut le plus convoité est celui de la victime, chacun veut être un agneau, alors tout le monde hurle avec les loups. Les effets de meute sont monnaie courante, les crises d'hystérie sont perçues comme des démonstrations de courage, et le ressentiment devenu omniprésent est désormais loué comme une colère juste et salvatrice. Des petites chapelles se montent dans tous les coins, elles pullulent comme autant de petites entreprises dont la seule valeur ajoutée est la capacité de nuisance. Nous entrons dans l'ère de la suspicion généralisée, dans laquelle les vrais malveillants se transforment en chasseurs de sorcières, et se réclament d'une pureté morale totalement illusoire dans le seul but de pouvoir se déchaîner, tout en restant du bon côté. On nous dit que les masques tombent, mais c'est le contraire qui se produit. De plus en plus de gens mal intentionnés se déguisent en progressistes pour s'arroger le droit de se défouler en toute tranquillité, car accuser les autres en permanence est un bon moyen de dissimuler sa propre immoralité, et dénoncer avec virulence la cruauté de présumés oppresseurs, c'est une façon d'assouvir, consciemment ou non, sa propre cruauté. Les méchants sont bien pratiques, car ils permettent à la foule des gentils de satisfaire sa propre méchanceté, sans avoir à assumer que c'est de la méchanceté. Alors on dénonce dès qu'on en a l'occasion, sans se soucier que ce soit vrai ou non d'ailleurs, car ce qui compte c'est le plaisir de faire tomber, pas la satisfaction d'avoir fait une bonne action. C'est ainsi que des causes pouvant être louables sont infiltrées par tout un tas de petits inquisiteurs, qui profitent de cas réellement criminels comme celui de Polanski, pour laisser libre cours à leur propre pulsion de destruction. On se retrouve alors face à des féministes, par exemple, qui jettent le bébé avec l'eau du bain, en mettant sur un pied d'égalité le viol, le harcèlement, les regards équivoques et les jeux de séduction, en affirmant que toute situation ambiguë est en définitive un crime dont l'homme est coupable, toujours, par défaut, comme ceux qui affirment que le malade mental c'est Benjamin Griveaux, qui partage des photos intimes de façon consentie dans un cadre érotique, et non pas Alexandra de Taddeo qui rend public ces images.
Si un homme publie les photos intimes que lui a envoyé une femme, c'est du revenge porn. Si une femme publie les photos intimes que lui a envoyé un homme, c'est un acte de bravoure. Une partie de ceux qui se prétendent féministes se sont donnés pour mission de diaboliser la sexualité masculine comme le patriarcat a diabolisé pendant des siècles la sexualité féminine, en postulant que l'homme est intrinsèquement malsain, et qu'il faut toujours croire la parole féminine, en toutes circonstances. Or la réalité est moins manichéenne que ça. De l'autre côté, on a aussi toute une hyper-classe bourgeoise qui soutient Polanski et fait comme si le seul problème c'était les féministes coincées du cul qui nous empêchent de sodomiser des gamines de 13 ans après les avoir droguées. Chez eux, on a vraiment l'impression que cette défense d'un violeur est la dernière subversion qui leur reste. Cette clique de boomers se permet ce genre de provocation parce qu'elle ferme sa gueule sur absolument tout le reste. Elle s'est couchée face au chantage au racisme, à l'islamophobie, elle prêche sur toutes les chaînes un discours obligatoire et aseptisé sur les cultures rétrogrades qui viennent de l'étranger et que l'on se doit de tolérer. Oui, peur que ça se renferme un petit peu sur nous. J'ai l'impression que tout le monde va se retrouver avec un petit porte-monnaie puis avec des pièces, avec des francs, en se disant voilà, 2, 3 et 5 et ils disent qu'ils font 50, au revoir madame, et qu'on revienne à une espèce de... Voilà, c'est tout petit, j'ai peur de ça aussi. Ouais, faut s'ouvrir. C'est très étonnant d'être aussi aveugle, en fait, de ne pas se rendre compte que la France, elle est multiculturelle. Franchement, j'ai l'impression de revivre un petit peu les scènes d'OSS de temps en temps, oui. Sauf que c'est moins drôle. Mais j'ai pas l'habitude de parler de politique, c'est comme la religion, c'est un peu une affaire privée, mais je pense qu'il se passe quelque chose d'un peu grave, là, oui, c'est sûr. Alors elle compense, en vomissant à la gueule de Florence Foresti ou d'Adèle Haenel, pour sauver les apparences, et se persuader elle-même qu'elle défend encore un idéal libertaire. Si cette génération tape sur les féministes, c'est surtout par lâcheté, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne risque pas grand-chose, que dire oh là là elle nous casse les couilles les féminazis, c'est quand même de la rébellion ultra confortable, c'est une facilité consensuelle qui permet de se trouver des alliés dans un peu toutes les sensibilités politiques, ça donne une image faussement dissidente, alors qu'en réalité, ça passe vachement mieux que de parler islam au grand remplacement, et au moins tu risques pas de te faire trancher la gorge. Such a rebel. À côté de ça, on a forcément les décoloniaux et militants africanistes qui en profitent pour se greffer à la grande messe des donneurs de leçons, pour faire avancer leur propre agenda tribaliste qui n'a rien à voir avec le droit des femmes, mais qui se résume à se plaindre qu'il y ait encore trop de blancs dans les pays européens. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Ouais. Enfin, j'en ai oublié un, c'est Vincent Cassel. C'était toi le Renoir du cinéma français avant la diversité. Je te mets dans le quota, ça te va ou pas? C'est bon? Allez. Bon. Aïe, coup dur pour Guillaume. Sans oublier la sphère des intellectuels juifs, qui n'hésitent pas à développer leur chantage habituel, car si on s'en prend à Polanski, Epstein, Weinstein, DSK, c'est bien sûr parce qu'ils sont juifs. Pourquoi d'autres voyons, BHL et Finkielkraut à l'unisson, et même Enthoven qui dans le plus grand des calmes, fait le lien entre une blague de Foresti sur les 7 nains, et le Troisième Reich. Venons-en à Tchum Polanski. C'était drôle. Et assez bien vu. Le problème, c'est que Madame Foresti parle d'un homme qui a survécu au ghetto de Varsovie. Et d'un film, Blanche-Neige et les 7 nains, que Hitler adorait, et dont l'auteur était un antisémite notoire. On est dans la foire à l'indécence, où les faits et les nuances n'ont plus la moindre importance, n'ont plus le moindre poids face aux cris d'indignation qui fusent de partout, avec toutes les incohérences du monde, puisque chaque doctrine a son angle mort, comme ces féministes qui quittent la salle, quand Polanski reçoit son prix sans être présent à la cérémonie, mais reste bien le cul dans leur fauteuil quand on récompense Les Misérables, dont le réalisateur Ladjli est impliqué dans l'enlèvement et la séquestration d'un gars, qui sortait avec la sœur de son pote, extrême violence sur fond bien misogyne donc. Quand c'est un homme blanc, c'est un salaud, et elle se jette dessus. Quand il n'est pas blanc, quand il est arabe ou noir, alors là, c'est un saint quoi qu'il fasse. Ou bien comme ces vieux bourges qui soutiennent un violeur par réflexe de caste, alors qu'ils seraient les premiers à réciter un discours féministe si l'accusation de viol visait Robert l'électeur Front National, ou bien n'importe quel journaliste de droite. Vous, les actrices, vous êtes douces, déterminées, drôles, endurantes, entêtées, enragées, engagées, chapeau bas. Ou encore les enfants d'Israël et du Wakanda, qui ne jurent que par leur race, mais passent quand même leur temps à traiter les blancs de racistes. J'ai toujours pu compter sur les doigts d'une main, en fait, le nombre de non-blancs. Hein. Sa mère a été déportée et assassinée par les nazis. Bienvenue dans le futur. Je ne suis pas réactionnaire, donc je ne sais pas si c'était mieux hier,
En revanche, je doute fort que ce soit mieux demain. Méfiez-vous de ceux qui, d'où qu'ils viennent, prétendent incarner le nouvel ordre moral. Tout ne fait que commencer.